Aujourd'hui, on reçoit Diane Dubo, qui est professeure titulaire au département de psychoéducation et psychologie à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Et ce midi, elle vient nous parler des pratiques inclusives des pairs dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux. Diane, je te laisse la parole. Bien, un grand merci pour cette belle invitation à venir vous présenter les résultats de cette recherche-là. Donc, au menu, un bref retour sur l'étude de ses objectifs, quelques mots très courts sur la méthode, comment on s'y est pris. Qu'est-ce que nous ont dit les gestionnaires et le personnel intervenant du réseau de la santé et des services sociaux sur les pratiques inclusives des pairs et terminer par quelques recommandations. Rapidement, un bref rappel de l'étude et de ses objectifs. Mais moi, j'ai la chance aujourd'hui de présenter ces résultats-là, mais il faut y voir derrière moi, même si ce n'est pas le cas, mais y voir derrière moi de nombreuses personnes. Donc, il y a 8 chercheurs quand même qui étaient associés à la réalisation de cette étude-là, qui proviennent de différentes universités. On a également un comité aviseur qui nous a suivis tout au long de la réalisation du projet, un comité composé de personnes du ministère de la Santé et des Services sociaux, de partenaires sur le terrain, de 2 répondants santé bien-être des hommes et de chercheurs qui étaient associés au projet. Donc, un comité aviseur qui nous a suivis et bien sûr du personnel de recherche, des alliés qui sont extraordinaires et qui ont vraiment dû composer dans des délais très serrés pour réaliser cette étude-là. Donc, je les remercie grandement. Et voyez tout au long de la présentation, là, ces gens-là derrière moi. Le contexte qui a mené à cette étude-là, c'est la reconnaissance dans un premier temps de l'engagement accru des pairs auprès de leurs enfants, mais de la reconnaissance par la communauté scientifique des bienfaits de cet engagement-là, bienfaits pour les pères, pour les mères, pour les enfants, pour la société dans l'ensemble. Et ce qui a amené inévitablement en reconnaissance de ces bienfaits-là, le développement de programmes, de modalités de soutien leur permettant de mieux jouer leur rôle parental comme père. Donc, plusieurs programmes, plusieurs pratiques qui ont été mises en place puis qui nous ont permis maintenant de disposer de recensions de ces programmes-là. Donc, il y a des recensions qui ont été réalisées au courant des dernières années et les constats qui peuvent émerger de ces recensions-là, c'est que les principales modalités de soutien qui étaient recensées ou les programmes provenaient du milieu du secteur communautaire, que peu étaient connus sur le réseau de la santé et des services sociaux, bien qu'il s'agissait de la première porte d'entrée au service lorsqu'on regarde les services en périnatalité. Et bien sûr, dans un contexte de restructuration du réseau de la santé et des services sociaux, ça devenait intéressant d'aller sonder qu'est-ce qui se faisait de façon plus spécifique en lien avec les pairs pour mieux les soutenir. Donc, un contexte qui nous incitait à aller documenter plus ce qui se passait dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Pratique inclusive, je vais le dire fréquemment au courant de la présentation, il faut juste s'entendre sur ce que l'on entend par qu'est-ce que c'est une pratique inclusive. Ça s'inscrit dans une perspective qui est de légitimité de la diversité. On est dans une société complexe qui se diversifie. Et ici, plus spécifiquement, on va parler de diversité au niveau des structures familiales, puis aussi au niveau des constellations parentales, de qui on entend par parent. Est-ce que c'est automatiquement mère-père? Est-ce que les parents peuvent être 2 parents, 3 parents? Donc, cette diversité-là, légitimité de la diversité, mais qui incite en reconnaissant cette diversité-là, à l'adoption de stratégies qui vont être variées et souples de manière à pouvoir favoriser l'inclusion et non pas l'exclusion. Donc, les différences ici, dans une perspective comme celle-là, les différences, elles sont perçues positivement et de façon constructive. Ce que ça va donc nous amener, une posture comme celle-là, c'est de voir la diversification des moyens qu'on va utiliser pour présenter des contenus, des stratégies d'intervention préconisées, puis les méthodes d'évaluation. Est-ce elles favorisent et elles sont adéquates pour cette diversité-là? Est-ce qu'elles permettent justement de mieux prendre en compte la diversité et les différences individuelles et ultimement, bien de mieux répondre aux besoins de ces différents groupes de personnes-là?
Les objectifs de l'étude, c'était de tracer un portrait des programmes et des pratiques inclusives des pairs dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi d'identifier les conditions gagnantes et les défis qui contribuent à la mise en place de ces pratiques-là. De manière aussi, un troisième objectif, à générer de nouvelles connaissances qui pourraient nous permettre d'améliorer les formations continues des professionnels et des gestionnaires du réseau dans l'implantation éventuelle là, de pratiques que l'on souhaiterait inclusives des pairs, donc de manière à mieux répondre à leurs besoins. La méthode, comme je vous l'ai dit, je vous présente ça de façon très brève, mais on a assez longtemps quand même de questions comparativement à d'autres webinaires. On a 30 minutes qui est alloué. Donc, si vous voulez avoir plus de détails métaux, ben, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, c'est une approche qui est qualitative. On a voulu donner la parole aux principales personnes concernées. C'est un devis qui est mixte, c'est-à-dire qu'on a des données quanti qui proviennent de questionnaires et on a des entrevues qui ont été menées aussi auprès de gestionnaires et de personnel intervenants, de manière à documenter les différentes caractéristiques personnelles qui vont influencer les pratiques mises en place, donc des protocoles d'entrevue et des questionnaires. Compte tenu de la période de temps allouée, je vais être obligée de me centrer sur certains résultats. Donc, je n'aborderai pas tout ce qui vient du volet plus quanti, les questionnaires, pour vraiment laisser la parole aux gens. Donc, tout ce qui provient plus des entrevues. Au total, les répondants, ont été très choyés et je tiens à remercier ici les répondants, les gestionnaires, les intervenants qui ont alloué de leur temps précieux dans un contexte en pleine pandémie. Donc, c'est vraiment exceptionnel et je veux les remercier. Donc, 56 répondants, 24 avec un ratio relativement équivalent là, de gestionnaires et d'intervenants qui proviennent de différents services au niveau du réseau, que ce soit en santé publique, que ce soit dans les programmes jeunesse, que ce soit en protection de la jeunesse, dans les unités de naissance, les services dépendance, santé mentale. Et on avait aussi des DP, TSA. Donc, on a essayé d'aller rejoindre des gens qui étaient dans ces différents services-là. Sur un total de 56 répondants, 9 se sont identifiés comme étant masculins, de sexe masculin, et 47 répondants qui se sont identifiés de sexe féminin. Je mets en encadré jaune, bien sûr, on était dans un contexte de COVID, puisque l'aval pour partir le projet a eu lieu au printemps 2020, donc en pleine pandémie. Donc, on a dû mettre un moratoire et reporter un peu les collectes de données, ce qui nous a bousculé un peu à la fin, mais on a réussi à respecter les échéanciers. Rapidement, le cadre conceptuel, juste pour qu'on se situe, parce qu'il y avait vraiment plusieurs dimensions qu'on souhaitait aller explorer. Par les questionnaires, c'était un peu de voir les caractéristiques personnelles, l'ouverture des intervenants à l'inclusion des pairs, les connaissances sur les réalités masculines paternelles, leur perception du soutien institutionnel pour intégrer ces pratiques-là. Donc, c'est des informations qu'on a pu aller recueillir par un questionnaire qui a été administré avant l'entrevue. Par la suite, l'entrevue nous a permis de documenter les pratiques inclusive des pairs actuels. Et on a été également questionner les répondants sur leurs besoins et sur le partenariat. Donc, aujourd'hui, encore là, je vais être obligée de me restreindre et je vais me concentrer sur les pratiques inclusives, ce qu'ils nous ont dit sur les pratiques inclusives. Les résultats, dans un premier temps, ce qui est intéressant, on a tracé un peu l'état des lieux sur l'inclusion des pairs et lorsqu'on regarde les croyances valeurs à partir des propos mis par les intervenants, on a comme 2 discours principaux. Celui qui est le plus fréquent, et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même une sensibilisation qui est faite et qui amène l'élément que nos répondants nous disaient, bien, oui, on croit en l'importance de l'engagement des pairs. C'est peut-être pas toujours la priorité, mais ils sont importants. Ils ont des bienfaits pour la famille, que ce soit pour les mères, les pères, les impacts sur le développement de l'enfant. Donc, tous les propos qui étaient liés à ces éléments-là. D'autres nous soulignaient la compétence, leur implication auprès de l'enfant, la reconnaissance de souffrance que certains pères pouvaient avoir et donc de l'importance de les soutenir. Le goût aussi d'intervenir auprès d'eux. Donc, un ensemble
de propos qui démontrent un souci de vouloir les intégrer, d'avoir des pratiques qui soient plus inclusives. Je vous donne, tout au long de la présentation, je vais vous donner des extraits de ce qu'ils nous disent. Je crois que leur parole fait souvent plus sens que les énoncés qu'on peut mettre comme chercheurs. Fait que là, j'ai dit, ben moi, je privilégie de vous voir tous les deux. C'est un enjeu familial avec les parents. Fait que pour moi, c'est inconcevable que je vois juste un parent, puis que la mère, lui, fasse le message ou le résumé de notre rencontre. Une gestionnaire nous dit, on a mis en place l'inclusion systématique du papa comme étant vraiment un individu à part entière au sein de cette famille-là. Donc, lorsqu'on ouvre un épisode de service, on ne s'adresse pas seulement à la maman, on va aussi s'adresser, offrir de vive voix le service papa. Donc, un discours pro-père qui montre une sensibilisation, donc un travail qui est fait sur l'importance de les inclure dans le soutien qu'on peut leur apporter. Le deuxième discours, qui est peut-être moins fréquent, mais qui fait ressortir certains questionnements, certaines résistances, certaines inquiétudes en regard de l'inclusion des pères. Puis ils peuvent être associés à différents éléments que les gens nous amenaient. Puis un premier élément, c'est l'inclusion des pères, mais dans une préoccupation plus large du deuxième parent. Un exemple, il faut faire attention parce que parfois c'est deux mères, des fois c'est deux pères. Des fois, c'est une mère porteuse qui le fait pour son frère. Fait que le terme père, il y a peut-être un peu à faire attention. Il faut être prudent dans ce terme-là. Fait que nous, on avait dit, au départ, ils voulaient faire un salon père, mais maintenant, ils ont utilisé le vocable salon parent. Dans certains propos aussi, ce qui est amené, c'est le moindre intérêt des pères eux-mêmes. Un autre excès, c'est est-ce qu'on voudrait réellement avoir plus d'hommes dans ces services-là? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais tout ça en même temps, peut-être que non. Parce que j'ai l'impression que les pères ont plus de facilité à faire comme, OK, là, c'est assez. Donc, peut-être un moindre intérêt des pères, et c'est pour ça qu'on les voit moins dans nos services. Le fait que ce soit complexe aussi de vouloir intégrer un autre acteur, le fait que ce n'est pas un réflexe, on trouve ça important, mais on dirait qu'on ne l'a pas encore, ce réflexe-là. Donc, non, ce n'est pas un réflexe qu'on a. On veut qu'il soit inclus. On essaie toujours d'y penser, mais... Et la surcharge de travail que ça peut amener. Donc, ce qu'on voit, c'est deux discours. Les propos peuvent s'apparenter à deux discours. Puis le plus fréquent est celui d'un environnement pro-père, donc favorisant le soutien auprès des pères. Si je vais voir maintenant de façon plus spécifique dans les pratiques, parce que c'est souvent, lorsqu'on a demandé dans le questionnaire, c'est souvent pas des programmes spécifiques pour les pères ou pour les hommes, mais c'est plus dans les pratiques plus fines d'intervention, comment je vais adapter ces pratiques-là de manière à rejoindre cette diversité, incluant le père. Donc, on a documenté les pratiques et ici, on est allé voir les pratiques selon leur finalité, c'est-à-dire pour rejoindre les pères, pour identifier leurs besoins, ou pour les soutenir dans l'exercice de leur rôle parental. Donc, on les a scindés en fonction de ces trois finalités-là. Puis, on est allé voir qu'est-ce qui pouvait influencer cette pratique-là. Est-ce que c'est le fruit d'efforts individuels parce que la personne y croit, donc voici ce qu'elle fait? Est-ce que c'est une directive d'équipe? Est-ce que c'est au niveau institutionnel où on met de l'avant certaines choses, ou même au niveau plus large encore de politique ou du cadre législatif qui pourrait influencer que voici pourquoi on adopte telle pratique et que cette pratique-là favorise l'inclusion ou pas. Si je regarde pour rejoindre les pairs, donc on avait des pratiques qui relevaient de ces 4 niveaux de facteurs d'influence. Mais les constats qu'on peut faire, j'ai peu de temps, donc je suis obligée de vous ramasser ça. 4 constats qu'on peut faire en regard des pratiques pour rejoindre les pairs. Il y a des stratégies multiples qui ont été identifiées pour rejoindre les pairs, puis des stratégies qui relèvent à la fois de directives qui sont au niveau de l'équipe, au niveau institutionnel ou de politique. Un extrait, je pense qu'on met des belles stratégies pour aller rejoindre les papas là où ils sont. Si par exemple, pour papa, c'est plus difficile, même juste la demande d'aide d'aller au CLSC, bien, on va aller à domicile. Donc, il y a des politiques aussi où il y a des lois qui nous disent qu'on doit obtenir le consentement des 2 parents. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va essayer de les rejoindre. Même si la mère nous dit que le père n'est pas important ou tout ça, mais ces lois-là nous incitent à aller chercher le consentement.
Un deuxième constat, c'est qu'il y a un premier contact qui est fait des pairs avec les services, qui se veut une porte d'entrée qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, il y a beaucoup de propos qui portent sur les services en périnatalité et qui vont nous dire, par exemple, c'est très rare que les pères ne sont pas là à la visite postnatale parce qu'ils ont des questions. Parce qu'on leur a dit dans l'appel postnatal, quand on va y aller dans 2 jours, faites-vous une liste de questions. Puis les pères ont autant de questions que les mères. Le congé de paternité, qui est au niveau de la politique familiale, qui a été mis en place, fait que les pères sont présents très tôt suite à la naissance de l'enfant. Donc, ils sont présents aux cliniques de vaccination, aux cliniques de suivi de poids, au suivi postnatal. Ce sont des lieux qui se veulent des belles portes d'entrée. Et dépendant de l'accueil qu'ils auront, bien, ça va avoir un impact sur éventuellement leur utilisation ultérieure des services. Un autre constat, c'est la présence de pratiques individuelles qui sont nombreuses, mais des pratiques qui relèvent des spécificités masculines. Par exemple, que ce soit au niveau du lieu, on va se déplacer davantage, que ce soit au niveau de l'horaire, on va essayer de s'ajuster aux horaires, on va essayer de s'ajuster en fonction du langage. Donc, un extrait, c'est ça, d'arriver à vulgariser puis à parler un peu comme eux, tu sais. Plus simplement, je ne sais pas, d'être plus dans l'action, d'être concret, d'utiliser des métaphores. Ça fonctionne aussi beaucoup avec les gars. Fait qu'on voit qu'il y a déjà des pistes qui sont reliées aux réalités masculines qui sont déjà intégrées chez certains intervenants. En même temps, un dernier constat pour rejoindre les pairs, il y a des clientèles masculines qui sont plus difficiles à rejoindre. En particulier, on va penser au contexte d'immigration. Donc, dans certaines cultures, on remarque que ça se gère entre eux au niveau culturel. C'était culturel. Il ne comprenait pas pourquoi sa conjointe avait fait une demande. Nous, ce sont des services volontaires, donc on ne peut pas. On ne peut pas s'imposer non plus. Donc, au niveau des clientèles, donc lorsqu'il y a séparation conjugale, les contextes d'immigration, les contextes de santé mentale sont des contextes, on va le voir, qui sont plus difficiles puis qui ressortent comme quoi les intervenants sont moins outillés pour intervenir auprès de ces papas-là. Donc, rejoindre les pairs, première finalité. Identifier leurs besoins. Là, on avait vraiment beaucoup moins d'extraits ou de propos des intervenants ou des gestionnaires en lien avec comment on identifie leurs besoins. Donc, dans l'ensemble, peu de pratiques qui ressortent des propos des personnes répondantes quant à l'identification des besoins. Un extrait, tout est basé sur la maman. Mais le papa, lui, c'est comme un électron libre, on dirait dans cette histoire. Il est un peu ou pas pris en considération. Tout le programme est basé vraiment sur la maman puis sur son rôle. C'est comme si le papa, finalement, on n'en entend jamais vraiment parler. Il est toujours induit, mais il n'est pas nommé. Il n'est pas comme reconnu. Il est comme effacé. Donc, moi, c'est sûr que ce que je vous dirais, ce qui manque, c'est que le thème du père soit plus présent. Et je pense que dans nos outils cliniques, pour lesquels on demande aux intervenants d'utiliser nos outils cliniques, je pense que ce serait bien qu'on le reconnaisse plus ou qu'il soit nommé ou que ce soit plus précis. Donc, dans l'ensemble, il y a peu d'éléments qui précisent quelles pratiques spécifiques ils mettent en place pour mieux identifier leurs besoins. Par contre, dans certains propos, ça nous permet de faire ressortir certains constats. Le premier, c'est lorsqu'il y a présence d'informations sur le père, et ça a été documenté dans d'autres études, c'est des renseignements qui sont centrés principalement sur les problématiques. On a aussi certains cas où on marque les observations à faire sur comment va le lien parental. Et ça arrive parfois qu'il y a des notes inscrites à propos du père s'il y a une problématique. S'il n'y a pas de problématique, je ne vois pas vraiment de notes à ce sujet-là. On va avoir des extraits aussi lorsqu'il y a violence conjugale ou soupçon de violence conjugale. On va documenter davantage de manière à pouvoir avoir cette information-là. Donc, c'est comme s'il y a peu d'informations sur les pères, mais quand il y en a, c'est centré plus sur les problématiques. Par contre, on avait, puis je tiens à le souligner, quelques extraits aussi qui nous soulignaient, mais nous, on essaye de noter les forces, on essaye de noter les bons coups de ce que font les pères.
L'autre élément à retenir aussi, c'est il y a des répondants qui nous ont dit, bien, nous, on va chercher le soutien des ressources spécialisées auprès des pères ou auprès des hommes. C'est certain qu'on se réfère beaucoup aux organismes communautaires quand ils sont présents dans un milieu. X, par exemple, un nom d'organisme, ils sont très sollicités. Puis, on va aller chercher cette expertise-là. Donc, c'est comme si dans un contexte où il y a des caractéristiques ou des éléments particuliers, bien, on va aller chercher l'expertise et c'est souvent par des partenariats établis avec des ressources extérieures. Un autre élément qui est ressorti, c'est le nouveau cadre de référence et les outils développés dans les services intégrés en périnatalité et petite enfance. Il y a eu plusieurs extraits, et ça, c'est intéressant de voir que spontanément, les intervenants le mentionnaient. Un extrait. Puis là, petite nouveauté, vous avez sûrement entendu parler des fiches thématiques pour les CIP. Vous pourrez aller voir sur le site du ministère, il y a des fiches thématiques. Il y en a une sur la violence conjugale et dont une sur les pères. Donc, nous, pour qu'on s'approprie chacune de ces fiches, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de prendre la fiche puis d'interpeller l'organisme, qui est un groupe qui vient en aide aux pères. Puis, il va co-animer la fiche avec notre spécialiste en activité clinique. Puis, avec le cadre de référence, vient aussi une grille d'analyse des besoins, un portrait de la famille. Donc, ça, on voit qu'il y a un nouveau cadre de référence qui arrive et que c'est jugé utile et pertinent avec des outils qui nous permettent de tenir compte de leurs besoins. Donc, des éléments positifs qui ont été soulignés par les répondants. Si je regarde au-delà de leurs besoins, maintenant, quelles sont les pratiques pour soutenir les pères? Là, vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on avait le plus d'éléments de pratiques qui étaient identifiés par les répondants. La synthèse qu'on peut faire, les principaux constats, c'est justement des pratiques qui sont influencées par des politiques ou des directives ministérielles. Je vous parlais du CIP, le cadre de référence, le nouveau cadre de référence des CIP. Bien, par exemple, le cadre de référence CIP nous permet d'avoir des dossiers ou j'ai ma photo qui arrive juste sur les extraits de verbatim, j'ai de la misère à les lire, ou de compter la performance avec les papas aussi maintenant. C'est qu'avant, c'était principalement les visites à domicile et le dossier était au nom de la maman de façon systématique. Alors que là, si on a un papa qui est tout seul avec son enfant ou si on a un papa que c'est lui, bien, on peut aussi compter le nombre de visites qu'on fait avec papa. Là, on est vraiment dans la performance puis dans les statistiques. On peut le faire maintenant. Donc, c'est des directives qui viennent influencer les pratiques concrètes sur le terrain. Un autre élément qui est ressorti des entrevues, c'est la prévention du syndrome du bébé secoué, où le ministère a demandé à ce que les deux parents soient présents lors de cette formation-là. Donc, un extrait pour cette portion-là, la prévention du syndrome du bébé secoué, on exige que le père soit présent. Donc, c'est des directives qui viennent nous inciter à des pratiques plus inclusives. L'institution a aussi un rôle à jouer afin d'aménager des environnements favorables à l'inclusion des pères. Alors ça, on le voit, on avait dans les unités de naissance, tout ça, on a des lits d'appoint pour les papas qui veulent passer la nuit. Puis nos salles d'accouchement, on les a vraiment organisées en fonction que le papa va habiter avec la maman. Fait que le papa a son lit, un gros fauteuil, c'est comme un divan-lit un peu. On a mis des fricots dans toutes les chambres pour que le couple puisse amener leurs trucs, que le papa puisse amener sa bouffe pour ne pas être obligé de sortir toujours, pour faciliter la présence du papa. On a dans certains milieux les piscines pour l'accouchement. On a dans d'autres cas favorisé le pot à pot lorsque l'accouchement était fait par césarienne. Donc, il y a des aménagements aussi que l'institution va faire puis qui va entraîner, qui va favoriser certaines pratiques plus inclusives. J'ai l'air comme bloqué ici. D'autres éléments, donc encore là ici, des nombreuses pratiques individuelles, toujours en respect des spécificités masculines et paternelles. Alors, dans le soutien apporté dans les pratiques d'intervention, on va avoir, par exemple, recevoir les émotions de l'homme. Comment que lui va les exprimer, puis comment c'est filtré dans la perception de l'intervenant. Que c'était de l'agressivité. Il y avait à se calmer, sinon on allait raccrocher. Puis là, on est capable maintenant d'accueillir. C'est sa façon à lui d'exprimer une détresse. C'est pas envers moi. Il peut bien lâcher 6 sacs, nous dire qu'on est tous des incompétents. Il ne faut pas le prendre personnel. Il faut passer dans le filtre de
lui, il essaie de nous parler de sa détresse dans son langage. Donc, des éléments qui relèvent plus de pratiques individuelles, puis dans la façon de soutenir ces papas-là au niveau du langage, au niveau de l'expression de ses émotions. Puis, on avait aussi des propos qui étaient liés à l'importance de la coparentalité, un terme qui revient, puis qu'on a vu apparaître là, dans le discours des intervenants. Donc, si on voit que la conjointe est comme non, 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 ne touche pas à ça, c'est moi qui le fais, on va essayer de faire comme je pense qu'on va laisser papa aujourd'hui changer la couche pour qu'il l'apprenne lui aussi. Donc, il y avait beaucoup de propos où dans les interventions, on essayait de travailler, mais dans une perspective coparentale. Puis cette perspective-là, elle est vue comme étant une pratique pour favoriser l'inclusion des pères. En résumé, donc, les pratiques, si on veut faire une synthèse des facteurs facilitants et des défis, là, je vais au-delà des entrevues sur les pratiques, ça vient des besoins. Alors, je vous fais une synthèse rapide des facteurs facilitants et des défis qui y sont associés. Le congé de paternité est vu comme un facteur facilitant qui amène la présence des pères là, dans le réseau, dans les premières étapes de suivi. La politique de périnatalité qui mentionne la question d'inclusion des pères. Le nouveau cadre de référence des CIP, donc les ajouts, les éléments qui ont été faits auprès des pères sont identifiés par les répondants. L'importance des formations. On a aussi les tables régionales en santé bien-être. On a eu beaucoup d'extraits aussi sur la dimension qui portait plus sur le partenariat en disant comment c'était utile ces tables-là, dont celle en santé bien-être des hommes. La présence sur le territoire d'un organisme communautaire engagé, la collaboration qui est faite pour l'intervention en situation qui est plus complexe, on va référer à ces organismes-là qui ont une crédibilité, qui sont engagés sur le territoire. Les outils disponibles sur la paternité, on dispose de plus en plus d'outils, le regroupement pour la valorisation de la paternité émet beaucoup d'outils et les différents organismes aussi travaillent. Là, je suis désolée, désolée, les lumières à l'université s'éteignent si on ne bouge pas. Et comme je ne suis pas dans la lignée du détecteur de mouvement, on ferme les lumières. Donc, les outils disponibles sur la paternité qu'on avait beaucoup moins avant. L'importance du travail multidisciplinaire, du travail d'équipe lorsqu'on intervient auprès des pairs, c'est souvent dans une perspective systémique, familiale, avec des thématiques, des problématiques des fois qui nécessitent le travail d'équipe et de professionnels provenant de différentes disciplines. Et la vision de la coparentalité est une vision qui permet d'inclure davantage l'ensemble des coparents. Les défis, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a encore, dans certains milieux, il y a une variabilité. Lorsqu'on regardait entre les sites, mais à l'intérieur même de chacun des sites, on pouvait avoir de très grandes variations dans les propos de chacun des répondants. Donc, il y a des préjugés qui sont encore présents, des rôles genrés, et en plus, un certain tabou de se sentir imposteur si je suis une intervenante féminine en regard de ce que je peux faire auprès des pairs. Des préjugés et méconnaissances de certaines clientèles. Donc, les intervenants nous disaient, ben moi, je me sens moins bien outillée là, par rapport à certaines clientèles. Les enjeux liés à la séparation des parents, des enjeux de confidentialité. Quand les informations sont toutes dans le dossier de la mère, bien, ça cause un problème lorsque séparation. Et ça nous cause aussi problème, par exemple, lorsque un père a eu plusieurs visites, plusieurs rencontres, mais que c'est à la fois compilé dans le dossier mère ou dans le dossier enfant, mais on n'a pas une bonne idée de l'historique de service de ces pères-là. La pandémie a nécessité la réorganisation de services, dans certains cas qui se sont poursuivis par des rencontres en ligne. Donc, est-ce qu'on va revenir au présentiel, à l'interaction, ou bien que dans certains cas, les technologies forcées par la pandémie ont aussi amené certains avantages, certaines conditions facilitantes. Le fait de ne pas avoir de statistiques comptabilisées, une gestionnaire nous disait, moi, ça freine mes employés. Nos formulaires sont centrés sur les mères, je n'ai pas d'informations sur les pères si ça va mal. Le manque d'effectifs dans nos services, la résistance méfiance des pairs par rapport, donc au-delà des caractéristiques des organisations, il y a aussi les caractéristiques des pairs
qui peuvent être un défi, la résistance, la méfiance de certains pères auprès de services. L'absence de directives claires émises par le ministère en vue de l'inclusion des pères ou l'absence de directives institutionnelles aussi, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, limite l'obtention d'informations qu'on a ou qu'on va documenter. L'inclusivité peut être vue comme un défi aussi dans la perspective où on devrait plutôt y aller vers le deuxième parent et non pas d'identifier le père, mais plus de parler des parents en général, mais ça crée aussi un enjeu d'invisibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où parent, ce sera clair pour tout le monde et que ce sera un réflexe que parent, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un coparent, ça peut être 3 parents. À ce moment-là, cette perspective-là reflètera bien l'inclusivité. Et peut-être qu'à cette étape-ci, la mention du mot père, alors dans une perspective où on mentionnerait mère, père et coparents, probablement que tous s'y retrouveraient, ça permet de rendre visible chacun. En terminant les recommandations, j'y vais rapidement. Bien, je pense que la complexité des familles d'aujourd'hui, on a une diversification des structures familiales, des rôles parentaux, ça doit aussi se refléter dans nos politiques, qui nécessitent des directives qui soient claires, qui émanent des ministères, de manière à respecter les principes d'équité, de diversité et d'inclusivité des différentes configurations parentales dans nos pratiques, de manière à ce qu'on puisse mieux soutenir les familles. Une directive ministérielle aussi pour l'obtention de statistiques qui contribuent à documenter et à reconnaître les actions qu'on a posées, de manière éventuellement à mieux savoir ce qui est fait et les besoins de ces pères-là. Et la création d'un dossier officiel père dans le réseau de la santé, de manière à pouvoir avoir un historique aussi des services utilisés les pères en respect d'enjeux aussi qui sont éthiques. Deuxième recommandation, un soutien institutionnel sensible à des façons de faire différentes avec les pairs. Au niveau de la formation initiale, on a une responsabilité comme professeur universitaire dans nos programmes de formation de bien former les futures interventions en réalité masculine, paternelle, à la coparentalité, mais dans la formation continue aussi pour les intervenants, les gestionnaires. Des rendez-vous qui ne sont à ne pas manquer. Et les pairs sont présents à différents endroits. Ils sont là. Donc, il faut optimiser sur ces moments-là. Et l'importance de mieux identifier les besoins des pairs ou du coparent de manière, c'est sûr que si on n'identifie pas les besoins des pairs, ben, on ne répondra pas à leurs besoins, puis on ne mettra pas en place de services ou de programmes qui permettent de mieux les soutenir. En tout dernier lieu, l'importance du partenariat et des collaborations, c'est une valeur ajoutée qu'il faut absolument soutenir, que ce soit par la création de lieux d'échange, de discussion entre les partenaires qui sont regroupés autour d'une thématique donnée. Les tables de concertation sont identifiées comme étant des lieux particulièrement intéressants de transmission d'informations. On gagne du temps à transmettre l'information, à connaître les ressources. La présence d'un organisme sur un territoire donné, d'un organisme qui est engagé, spécialisé en intervention auprès des hommes, des pairs, c'est vu comme un atout et on devrait voir comment on peut mieux favoriser, soutenir ces collaborations-là. Et aussi mieux connaître les différents services et programmes à l'interne du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des choses qui se font dans certains services qui pourraient aider d'autres services, mais il y a des répondants qui nous disaient « mais moi, je ne suis même pas au courant de ce qui se fait ». Donc, il y a même ces collaborations-là, ce partenariat à mieux soutenir au sein du réseau même. Ça serait à vous maintenant le tour de parole. Vous avez la référence, vous pouvez aller voir le rapport plus complet si vous souhaitez avoir plus d'extraits de parole des répondants, le contenu plus complet là, de l'ensemble des résultats. Vous pouvez aller sur le site du pôle d'expertise et de recherche santé bien-être des hommes. Vous pouvez aussi communiquer directement avec moi. Là, mon adresse courriel est au bas. Ça va me faire plaisir là, si vous avez des questions plus spécifiques. Merci.
Merci, Madame Dubo. Ça va être le moment de la période de questions. Je vais rajouter le lien vers cette référence-là et le site là, quand je vais compléter la fiche d'information sur le site web là, dans la page des conférences scientifiques. Donc, c'est le temps de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main ou d'utiliser l'espace de discussion, de questions-réponses pour poser vos questions. Mais moi, j'en ai une là tout de suite en partant. Il y a quatre sites dans votre étude. Est-ce que c'était partout pareil ou même à l'intérieur du même territoire ou entre les territoires? Est-ce que c'était partout pareil ou non? Puis sinon, qu'est-ce qui explique ça? D'abord, on avait choisi les sites. On aurait aimé être sur tous les sites, mais il fallait là, circonscrire en fonction du budget, du temps qu'on avait. On a choisi des sites, puis un des critères, c'est qu'on avait 2 critères. Un premier qui était d'avoir des sites qui étaient caractéristiques de milieux urbains, de milieux semi-urbains, puis de régions plus éloignées. De un, parce que les clientèles ne sont pas les mêmes. Les gens rencontrés les caractéristiques des gens qu'ils rencontrent ne sont pas les mêmes, puis les services ne sont pas les mêmes non plus en fonction de ces sites-là. Alors, on s'était dit, mais c'est pour ça qu'on est allé Québec, Laval, l'Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Puis le deuxième critère, c'était des sites qui n'avaient pas eu le même degré de sensibilisation à l'engagement des pairs. Par exemple, on a sur certains sites où il y a eu, dans les années antérieures, l'IAP, Initiative Amis des pairs, qui a duré quand même sur une période de 5 ans, puis qui travaillait beaucoup sur la valorisation de l'engagement paternel. Donc, on ne voulait pas caler sur des sites où les gens avaient très bien intégré ou étaient en avance là, sur leur inclusion des pairs, mais on voulait avoir une bonne diversité aussi. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas étonné de voir la variabilité dans les propos, mais cette variabilité-là entre les sites, on l'observait aussi à l'intérieur d'un même site. Donc, dépendant du répondant, on pouvait avoir des gens qui étaient déjà rendus, ils avaient mis en place des pratiques qui étaient inclusives des pairs, puis l'équipe avait mis en place d'autres stratégies, puis on voyait qu'il y avait des outils, des collaborations. Donc, vraiment, on était rendu à un niveau beaucoup plus avancé d'intégration, d'inclusivité. Alors qu'à d'autres places, on est peut-être dans les premières étapes où il y a une sensibilisation accrue qu'il faut faire au niveau, par exemple, du personnel intervenant ou tout ça sur les réalités masculines ou paternelles. Donc, cette variabilité-là, c'est intéressant parce qu'on l'observait autant à l'intérieur qu'entre les sites. Super, merci. J'ai une question dans le public. Madame Anger, je vous laisse, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour Diane, donc Marie-Noël du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. J'ai pas entendu parler dans l'étude, je me demandais si ça avait été sondé aussi, mais des pères en devenir, en fait, des pères durant la grossesse, est-ce qu'ils étaient inclus dans les pratiques tant au niveau des rendez-vous, donc pendant la grossesse et tout ça? Oui, on avait, dans le fond, nous, on interrogeait les intervenants et les gestionnaires, puis on avait des unités, donc on avait le prénatal, périnatal, on avait à la fois dans les programmes, on a eu aussi beaucoup au niveau du prénatal, du postnatal, les rencontres postnatales, tout ça. Donc, oui, on en avait des intervenants, mais il y avait quand même une bonne variation. Donc, on a eu quelques extraits et même certains vont nous dire, vous aviez beaucoup même de cette période-là périnatale, là, du prénatal ou tout ça. Mais on avait aussi au niveau dépendance, tout ça, mais même au niveau prénatal, effectivement, il y a des gens qui avaient des stratégies pour voir comment mieux les inclure. Est-ce qu'on les voit dans les résultats de l'étude complète? On voit quelques extraits de verbatim là, qui se reportent plus, mais on n'a pas tant que ça par exemple, comme sur les cours prénatales ou le moins. On l'a plus sur à l'accouchement puis sur le postnatal. On a plusieurs extraits à ce niveau-là. Excellent. Puis est-ce qu'il y avait des questions au niveau de la vie de grossesse aussi, pour inclure les pères dans le questionnaire de la vie de grossesse? Non, les questionnaires qu'on a administrés avant, là, on leur envoyait le questionnaire, c'était vraiment pour aller sonder
leur ouverture ou leur connaissance ou le soutien institutionnel relatif à l'inclusion des pairs. Est-ce qu'ils sont plutôt favorables? Est-ce qu'ils perçoivent que c'est une bonne chose? C'est quoi les avantages d'inclure ou de ne pas inclure les pairs? Mais on ne les a pas posés nécessairement sur où les propos n'ont pas amené les gens à nous dire, mais nous, dans notre fiche X, voici l'information qu'on a. Ou, Parfait. Oui, je comprends bien. Mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, là, je comprends que cette étude-là est complétée, mais ça pourrait être intéressant de voir justement au niveau des formulaires en prénatal, puis tout ça, est-ce que dès là, les pères, dans les endroits où ils ont des bonnes pratiques, puis où ils rejoignent bien les pères, est-ce que dès ce moment-là, les pères sont déjà plus inclus, ce qui fait en sorte que, ben, par la suite, une fois que le bébé est né, le père est déjà plus engagé puis plus présent aussi? Et comme on a beaucoup des répondants qui viennent de différents services, dont des services qui sont au-delà là, du périnatal, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui étaient plus en bas âge, puis de façon générale, là, c'est rare qu'on nous dise « oui, j'ai un outil » ou « oui, je fais telle chose ». Fait qu'en ce sens-là, ça serait intéressant de le questionner, d'aller voir de façon plus spécifique ce qu'ils font. Mais c'est comme si d'entrée de jeu, il n'y en a pas tant que ça, ils n'ont pas tant que ça de formulaires ou qui permettent d'aller chercher l'information sur les pairs. Et ça, c'est un des éléments qui est suggéré, qui est recommandé davantage d'inclure, c'est l'information sur les pairs, qu'il y ait un dossier à eux ou qu'on ait l'information sur les pairs. Parce que là, il faut aller la chercher dans les dossiers. Puis, par contre, il y a quelques petits extraits où les gens ont développé des façons à eux d'aller chercher cette information-là, en disant, ben, nous, on note quand même les forces ou les bons coups que le père fait, même si on ne nous le demande pas nécessairement. Ouais, c'est souvent ça. La problématique, c'est souvent où on le consigne après parce qu'il n'y a pas de dossier père, justement. Fait que, voilà. Fait que ça relève sur le fruit d'initiatives personnelles. Et ça, ben, c'est très fragile parce que à partir du moment où il y a d'autres priorités ou à partir du moment où il y a un roulement de personnel ou que cette personne-là quitte, ben, on perd. D'où l'importance d'avoir des directives claires, d'avoir des formulaires qui tiennent compte de ces éléments-là. Puis un dernier, ah oui, c'était ça, c'est le besoin des intervenants, c'est que les pères soient sensibilisés à leur rôle de père dès le départ. Ce qu'il disait, c'est qu'on aimerait que les pères soient plus sensibilisés, les futurs pères soient plus sensibilisés. Ça, c'est un élément qui est revenu. Merci beaucoup, Diane. Parlant des besoins des intervenants, est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de besoins au niveau des intervenants et des gestionnaires qui seraient pertinents? Les besoins des gestionnaires qui étaient identifiés, c'était beaucoup au niveau de formation. Formation aux réalités. Certains disaient, on a reçu des formations sur les réalités masculines des hommes, moins sur les pères et moins sur la coparentalité. Coparentalité nécessitant de... puis ça, on le retrouvait dans les questionnaires aussi. La coparentalité nécessite une approche qui est plus systémique familiale. Puis je n'ai pas nécessairement été formée à travailler avec la famille ou à avoir ce cadre d'analyse-là de la famille. Fait que ce que les gestionnaires nous disaient, ben, ça serait le fun d'avoir des formations qui abordent plus ces éléments-là, mais des formations aussi qui me permettent, moi, comme gestionnaire, de voir c'est quoi les meilleures stratégies pour soutenir mes intervenants ou pour que ces pratiques-là atterrissent sur le terrain. Comment on fait ça? Donc ça, c'est un besoin des gestionnaires, le besoin d'avoir des statistiques, d'avoir des directives claires et le besoin de financement, mais qui n'était pas nécessairement identifié dans les premiers éléments, mais qui apparaissaient aussi. Tandis que les intervenants y allaient beaucoup avec le soutien de leurs gestionnaires, parce que s'ils veulent mettre en place des pratiques pour rejoindre les pairs, compte tenu de leur spécificité, mais ça va demander peut-être de sortir des sentiers battus, et donc c'est important que leurs gestionnaires comprennent bien ces façons de faire-là, puis les soutiennent dans leurs pratiques qui peuvent être un peu différentes. Deuxième élément, les formations aussi. Clairement, tout ce qui était relié à séparation parentale, contexte d'immigration et santé mentale,
les gens nous disaient, je ne suis pas outillée, j'aurais besoin d'informations sur comment je travaille dans ces contextes-là. Donc, quand j'ai une famille, les parents se séparent, ben là, souvent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le suivi auprès des deux parents? La difficulté de réunir les deux parents, de dédoubler les suivis, je les réfère plus à l'extérieur. Si la relation, la séparation, elle est conflictuelle, qu'il y a présence de violence, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est un autre de leurs besoins. Le soutien des collègues est important aussi. D'équipe, de pouvoir avoir les lieux, par exemple, de discuter, mais pas juste de ce qui ne va pas, mais de façon qui ont bien fonctionné avec des intervenants, par exemple, qui auraient réussi à bien rejoindre ou à soutenir un papa. Bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis pouvoir partager à ce niveau-là. Super. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions du public. Fait que moi, j'en profite. On n'a pas eu le temps d'aborder tant que ça le volet quantitatif de la recherche, le questionnaire là, qui a été complété par les gestionnaires puis les intervenants. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu? On a un peu de temps. Oui. Ouais, c'est bon dans le fond. J'étais un peu inquiète quand on me disait, il faut que tu fasses une présentation de 25 minutes. Puis là, je me disais, comment réussir à... Puis je me disais, peut-être que les questions permettront d'aborder ces autres aspects-là. Le quantitatif, c'est intéressant parce qu'on voit ça dans d'autres études aussi. C'est comme si le quantitatif apporte un certain nombre d'informations, mais généralement qui convergent vers ce qu'on a obtenu avec le qualitatif. Puis le qualitatif nous donne quand même plus de jus, plus de matériel. Parce que d'entrée de jeu, puis les cotes en quantitatif nous disent que, par exemple, les intervenants qui ont complété le questionnaire nous disent, moi, je connais bien les réalités masculines, le soutien institutionnel est bon. C'est comme si c'est une appréciation qui est, somme toute, positive, bonne, tout ça. Et ça, on le voit dans d'autres études. Hein. On dit, OK, est-ce que vous êtes satisfait des services? Oui. Et lorsqu'on va leur poser des questions un petit peu plus fines, oui, mais il y a telle chose, oui, mais il y aurait ça. Fait que le qualitatif vient renchérir ou vient nous donner un petit peu plus de jeu. Donc, les questionnaires nous montraient quand même certaines choses. De dire que les pairs sont présents. On leur demandait, est-ce que les pairs sont présents dans vos services? On peut, oui, beaucoup, non. Alors, on regardait, oui, les pairs sont présents. Quelles sont les caractéristiques des pairs qui sont présents? Et c'est une grande variation de caractéristiques des pairs qui sont présents, dont des cumuls de vulnérabilité, des pairs avec précarité économique, des situations où ils sont en conflit avec la mère des enfants. Et on leur demandait est-ce que c'est en augmentation la présence des pairs. Donc, dans certains cas, les intervenants nous disaient oui, effectivement, c'est en augmentation. Donc. Et ensuite, on est allé voir au niveau, comme je vous disais, là, des déterminants de l'inclusivité, d'inclure les pairs. Et là, de façon intéressante, ce qu'on nous dit, les 3 facteurs plus spécifiques, il faudrait que je revienne, c'est ce qu'on dit, c'est l'importance du travail interprofession, interdisciplinaire, tout ça. C'est une bonne façon de travailler l'inclusivité. C'est comme si on a chacun nos forces, puis c'est en travaillant ensemble qu'on va réussir à répondre à des besoins de groupes de personnes qui sont diversifiés, puis des besoins peuvent être diversifiés. Ce qu'il mentionnait aussi, c'est les besoins en formation et la préoccupation pair. Donc ça, c'était des éléments qui ressortaient. Les enjeux liés à la situation géographique, bien ça, c'était un écueil un peu sur l'inclusivité lorsqu'on est sur un grand territoire. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile là, de pouvoir offrir les services et de pouvoir travailler en partenariat. Et également, l'autre défi était sur les pratiques axées sur la famille, parce que l'inclusivité des pairs incite plus à l'adoption d'une perspective systémique familiale. Puis là, on se disait, ce que les répondants nous disaient, c'est « je me sens moins outillée par rapport à ces éléments-là ». Donc, ces questionnaires-là nous renseignaient. Puis, on identifiait aussi les obstacles et les bénéfices. On leur demandait, c'est quoi les désavantages et les avantages de rejoindre les pairs?
Dans les avantages, c'est intéressant. Ce qu'on dit, c'est les impacts sur l'enfant. Donc, quand j'inclus les pères, ça a des impacts sur l'enfant. Je crois que ça a des impacts plus grands sur l'enfant. Meilleur partage des responsabilités entre les parents. Et le troisième, c'est une meilleure compréhension de la situation familiale. En contrepartie, les désavantages qui étaient identifiés, j'essaie de les retracer là, dans j'ai dû oublier les désavantages. C'est la lourdeur du travail, l'intérêt des pères aussi, où on disait, ben c'est pas tous les pères qui sont prêts à s'investir. Et ça c'est un peu surprenant, le temps requis apparaissait pas nécessairement dans les premiers éléments. OK. Bon, ça a bien roulé. On a eu le temps de passer et même de revenir sur les morceaux qu'on n'avait pas pu avoir accès. Ah, ici, on a un commentaire. Je crois que ça aurait été tout autant pertinent de faire la même étude, mais en questionnant directement les papas. Comment ils se sentent accueillis et inclus? Est-ce que c'est adapté pour eux? Se sentent-ils importants ou à l'inverse, tout est centré sur la femme? Comment peut-on faire pour les inclure davantage selon eux? C'est intéressant de sonder les intervenants, mais aller directement à la source pourrait nous donner un meilleur portrait. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est juste un angle d'étude qui est différent. Est-ce qu'on va chercher le point de vue des pairs? Et ça, on en a quelques études qui nous renseignent sur la perception que les pères ont des services en général. On le regarde, par exemple, nous, on travaille sur une enquête populationnelle en contexte de séparation et on leur demande, il y a des pères, il y a des mères, leur satisfaction, leur utilisation, leur connaissance des services, comment on peut les améliorer, pourquoi ils les utilisent, pourquoi ils ne les utilisent pas. Donc, on a des études qui adoptent le point de vue des pères. Et ici, l'angle qui était vraiment de centration, c'était d'aller voir ce qui se fait dans le réseau actuellement, de voir comment ce réseau-là, qu'est-ce qui est offert, parce que souvent dans les études, on a un bon portrait, on a un assez bon portrait du milieu communautaire. Parce que la méthode qu'on utilise, c'est souvent de dire, est-ce que vous avez des programmes? Est-ce que vous avez des activités particulières? Puis on va aller sonder auprès d'organismes qui ont une spécificité auprès des papas ou des hommes. Je pense par exemple aux maisons oxygène, les ressources d'hébergement père-enfant. Donc, on va aller voir dans des organismes particuliers, puis on va avoir un bon portrait aussi de ce qui se fait. Dans le réseau de la santé, c'est une analyse qui doit être plus fine parce que ce n'est pas un programme, ce n'est pas un service dédié aux pères, on n'a pas ça. Là. Le questionnaire quantitatif nous montrait justement, est-ce qu'ils ont eu des formations, est-ce qu'ils ont des services, est-ce qu'ils ont des outils spécifiques, est-ce qu'ils ont des... Et à 95%, c'est non. Donc, c'est plus dans les pratiques fines, puis c'est ça qu'on voulait aller documenter, mais qu'est-ce que vous faites, donc, les intervenants, les gestionnaires, pour mieux aller les chercher. Puis là, on peut, à partir de là, dire, ben, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les soutenir ou pour mieux mettre les conditions gagnantes pour implanter des services. Mais c'est deux angles, puis effectivement, d'aller chercher le point de vue des pairs aussi, parce que des fois, notre regard d'intervenant, on se dit, c'est ça qu'ils ont besoin, mais pour les pairs, c'est pas nécessairement ça. Mais là, on avait besoin d'avoir le portrait de ce qui se fait dans le réseau et c'était ce qu'on voulait aller chercher, c'est ce que les gestionnaires et les intervenants font. Je pense qu'il y aurait intérêt parce qu'on demande si on pourrait penser à une phase 2 de la recherche qui sonde les pairs. Bien, j'ai des bons... il y a une belle relève au niveau de la recherche, donc ça serait effectivement une très bonne piste là, pour tout ce qui est l'accessibilité aux services, qui est à mieux documenter parce que c'est sous différents angles, la connaissance, les obstacles qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui est souhaité, leur satisfaction par... Et ça, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, dans un des bons commentaires, Martine Dugas qui dit « Toujours aussi intéressant de t'entendre, Diane. » Ah ben, super chouette. Bon, fait que on arrive à la fin tranquillement. S'il y a d'autres questions, là, je vais les prendre, c'est sûr. Mais sinon, en attendant, ben merci encore, Diane,
pour ta présentation. C'était super intéressant. Merci aux questions. Oh, j'en ai une. Madame Vilma, je vous donne le droit de parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir, vous Oh, m'entendez? pardon. Oui, on vous entend. Je m'excuse, mais ma question, je ne sais pas si c'est pertinente, mais en tout cas, je vais la poser quand même. En fait, on dit toujours que dans une famille de deux, dans une famille, bon, les, les enfants qui sont souvent sortis délinquants, c'est les enfants c'est les pères qui n'ont pas été très présents ou très actifs dans la vie de leurs enfants, ou sinon très absents. Est-ce que, est-ce que c'est une part de vérité ou bien c'est tout simplement les enfants qui changent, qui prennent leur voix euh, personnellement? Est-ce que vraiment ça a un rapport avec la présence ou l'absence des pères? J'ai manqué juste le premier bout. Les enfants qui, Ils est-ce sont que délinquants. sont délinquants? Oui, les enfants qui tombent, qui peut-être virent un peu mal, est-ce que c'est vraiment lié à la présence ou à l'absence des pères Écoutez, dans leur c'est une question pour un cours en développement qui couvrait 45 heures. Donc, c'est une question, effectivement, mais la réponse, elle n'est pas simple parce qu'il y a un ensemble d'éléments sur un parcours de vie qui vient influencer la trajectoire que je vais prendre. Et on a des trajectoires des fois qui partent super bien, puis qui arrive un événement, qui arrive une situation, puis que ça se met à aller moins bien. Et vice-versa, on a des situations où le parcours semble plutôt négatif, dû à un ensemble de variables, et tout à coup, juste la rencontre d'une personne peut faire la différence sur ta trajectoire de vie. Les études nous montrent l'importance. Quand je parlais tout à l'heure des bienfaits de l'engagement paternel, oui, il y a des études qui nous montrent ces bienfaits-là sur le développement de l'enfant au niveau de l'adaptation psychosociale, au niveau de son développement cognitif. Est-ce que l'absence du père, puis elle est due à quoi, cette absence-là? Est-ce qu'il y a présence de d'autres figures paternelles? C'est juste pour vous illustrer qu'on ne peut pas se restreindre à juste dire l'absence du père va entraîner automatiquement ça, parce que c'est un élément parmi d'autres, puis qu'on doit bien circonscrire, parce qu'au-delà de l'absence du père, il y a tous les autres éléments qui entourent le contexte socio-économique, la présence de stress, la qualité de la relation avec l'autre parent, les relations avec les pères, avec les autres, les expériences de socialisation que l'enfant a. Donc, vous posez une question sur une trajectoire de vie, puis sur cette trajectoire-là, il y a plein d'éléments qu'on sait qui sont des facteurs de risque et des facteurs de protection. L'engagement des pères est un élément à prendre en considération parmi un ensemble. Donc, il ne faut pas faire C'est pas ni noir et blanc. C'est pas noir et blanc. C'est pas noir ou blanc, je veux dire. C'est teinté d'un paquet d'autres facteurs qui est à prendre en considération. Merci. Monsieur Vilma, ça répond à votre question, j'espère? Oui, 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 merci beaucoup. Parfait. Alors, on a des merci. On a aussi un commentaire. Je suis intervenant et je suis père. Mes besoins ressentis sont d'avoir un espace pour ventiler mes expériences plus difficiles en tant que père. Aussi d'être valorisé aux yeux de la mère pour que mon approche différente soit reconnue, validée ou améliorée dans le respect. Tout à fait. Donc, ce que vous faites ressortir de un, c'est d'avoir des espaces. Hein, des espaces où pouvoir déposer les choses, échanger, juste d'avoir cet espace-là aussi pour normaliser. Puis ça, c'est important parce qu'on a certains groupes de soutien où l'objectif qui est visé est essentiellement de normaliser les choses. Puis s'apercevoir que je ne suis pas tout seul à vivre ça, et que même il y en a d'autres qui le vivent de façon encore plus difficile que moi. Je n'aurais pas vu ça là, parce qu'on a parfois, on a parfois dit que les hommes n'étaient pas intéressés à participer à des groupes, que pour eux, d'aller parler, c'était pas une bonne approche d'intervention. Faut la nuancer parce que pour certains hommes, c'est une approche qui colle bien à leur réalité, puis qui peut leur permettre justement de répondre à leurs besoins de pouvoir parler,
pouvoir normaliser des choses. Et tout ce qui est relatif, vous avez identifié plusieurs éléments relatifs à la coparentalité. Donc, le soutien de l'autre conjoint, d'être reconnu dans ce que je fais, qui est différent de ce que l'autre fait. Mais tout ça fait partie de l'approche coparentale. Donc, le partage des tâches, le soutien, la cohérence qu'on a par rapport à l'éducation de l'enfant, c'est des dimensions. Donc, il y a ces lieux-là aussi où on aborde plus la coparentalité qui sont des avenues intéressantes pour intervenir, soutenir les parents. Merci. J'ai une main levée dans le public. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. En attendant que la personne, monsieur ou madame Camara, soit en mesure d'activer son micro, on a un commentaire au-delà de l'engagement des pères. Moi, je pense qu'il est important de mettre un point sur la fréquentation de nos enfants, qui peut être un facteur aussi important. Là, je pense que ça avait un lien peut-être avec le parcours de vie dont on parlait tantôt sur l'avenir de nos enfants. Ah oui, tout à fait. Comme je vous disais, hein, c'est une trajectoire. L'engagement, c'est une variable, c'est un élément que l'on peut considérer, mais il y a plein d'autres expériences auxquelles il va être, qui va vivre, qui va avoir un impact à la fois positif ou négatif sur sa trajectoire de vie. Donc, ses expériences de garde, ses expériences scolaires, c'est des enjeux majeurs qui peuvent influencer sur la trajectoire.